Il a été l'un des premiers observateurs à souligner l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans l'intensification, l'accessibilité croissante et la globalisation des incitations à la haine et à la violence contre des groupes humains, en particulier contre les Juifs. Ces mots sont signés Pierre-André Taguieff à l'égard de notre invité ce matin, l'historien Marc Knobel. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, il n'y avait pas de meilleure façon de vous présenter que par les mots de Pierre-André Taguieff, justement, qui sont écrits dans la préface du livre que vous présentez, que vous publiez, Cyber-haine, propagande et antisémitisme sur Internet aux éditions Hermann. Alors, c'est un livre, Marc Knobel, très intéressant qui revient sur les racines de l'antisémitisme contemporain entre le milieu des années 90 et la fin des années 2000, né notamment avec des gourous, on peut le dire, Dieudonné, Alain Soral, Robert Faurisson, etc. Justement, à qui vous avez consacré des chapitres distincts. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur ces individus. Une première question pour commencer, Marc Knobel, comment est structurée cette haine ? Je crois qu'il faut distinguer donc plusieurs groupes allant de l'extrême droite à l'extrême gauche et en passant par les milieux islamistes. Oui, le livre est une mise en perspective historique. Donc, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'observer un certain nombre d'individus et les mouvances qui sont autour d'eux. Pardon. Comment ils se structurent, quels sont les réseaux. Et l'antisémitisme n'est pas monolithique sur Internet. Il se développe. Donc, il y a une mouvance qui provient de l'extrême gauche anticapitaliste, une mouvance qui provient de la nébuleuse islamiste, et je dis bien nébuleuse parce qu'il faut distinguer les frères musulmans, les salafistes, les djihadistes, et une mouvance qui provient de l'extrême droite plurielle, car là encore, ce n'est pas monolithique. Et toutes ces mouvances se reconnaissent sur Internet et quelquefois peuvent être en lien entre elles au travers d'individus que j'examine dans cet ouvrage. Cyber-haine dont vous venez de parler. Alors, vous parlez justement d'un ennemi commun à tous ces courants, ces courants extrémistes, le sionisme mondial fantasmé notamment. Le sionisme est toujours fantasmé en réalité parce que les gens ne savent pas réellement ce qu'est le sionisme et que le sionisme est un mouvement de libération nationale du peuple juif. Donc, il y a autour du sionisme énormément de fantasmes. Et comme sur Internet, la sauce prend lorsqu'il y a un conflit et lorsqu'on parle, même sans conflit, d'Israël, et donc a fortiori du sionisme, la haine se développe extrêmement rapidement. Et la haine d'Israël est un axiome très puissant sur Internet. Je me permets de vous donner un exemple. Oui. Lors du dernier conflit qui s'est déroulé il y a quelques jours entre le Hamas, après que le Hamas ait agressé Israël et donc Israël, sur Twitter, plusieurs hashtags ont été créés, dont quelques-uns se nommaient Genocide in Gaza, prétendant donc qu'il y avait un génocide, qu'un génocide serait commis à Gaza. Et dans cet hashtag, à coups de milliers et de milliers de tweets, vous aviez des incantations religieuses, des photographies décontextualisées qui étaient là pour attirer l'attention des lecteurs et des internautes et des tweetos, et des appels à la haine et à la destruction d'Israël. Tout ça fonctionne comme cela sur Internet. Alors justement, c'est intéressant, Marc Knobel. Vous parlez de Twitter, qui est un véritable catalyseur. Aujourd'hui, vous l'écrivez, la haine en 280 caractères. On se souvient que sur Twitter, le hashtag Un bon juif, notamment, avait suscité un nombre record de tweets à caractère antisémite. Twitter, c'est véritablement, selon vous, le terreau de la haine antisémite ? Incontestablement, mais sur Twitter, ce qu'il faut bien comprendre quand vous utilisez Twitter, c'est l'extrême rapidité de la plateforme qui est faite pour drainer toutes sortes de réactions, et quelquefois la violence est extrêmement présente. En plus, vous êtes totalement anonymisé. Vous pouvez être totalement anonymisé et pseudonymisé sur Twitter, et donc par conséquent, les tweets se multiplient à vitesse grand V, à la seconde, à la minute, à l'heure, et les tweets antisémites sont légion sur Twitter. Et cela s'accentue par le fait qu'il n'y a
pas suffisamment de modération sur Twitter. C'est le laisser-aller, c'est le règne du laisser-aller et du « il est interdit d'interdire ». Alors justement, on va parler de la lutte justement contre l'antisémitisme sur Internet, mais avant, peut-être aussi parler de cet autre sujet de préoccupation que vous évoquez dans votre livre, le négationnisme, né avec Alain Soral, Paul-Éric Blanc-Rue, triste personnage que vous citez, Robert Faurisson, et déjà en 1996, la création d'un site Internet Arg, pionnier pour vous du négationnisme. Oui, alors c'était l'un des grands sites de l'époque. D'abord, je veux rappeler que l'Internet grand public, ce sont les années 95-96. Donc, si vous voulez, les négationnistes, comme d'autres, ont compris qu'ils pouvaient utiliser rationnellement Internet. Et donc, ils ont créé de gros sites Internet, comme celui dont vous me parlez. Mais il n'a pas été le seul, qui réunissait des propagandes extrêmement nombreuses et permettait l'accès à des dizaines et des dizaines de livres négationnistes ou de bolos négationnistes de par le monde, traduits en différentes langues ou publiés en différentes langues. Donc, c'est comme ça que les choses se sont développées. Et ces gens ont compris qu'ils pouvaient utiliser Internet et donc ils ont développé toutes les stratégies possibles pour être visibles sur le net et avoir le plus de lecteurs possible, y compris des fois des enfants. On a même vu des pages d'un site qui offrait de l'argent à celui qui démontrerait que la Shoah n'aurait pas existé. Et ce site s'adressait à des adolescents. Et vous parlez aussi du cas Dieudonné, lorsque nous parlons d'antisémitisme sur Internet, il faut parler de Dieudonné, c'est ce que vous écrivez. Pour vous, Dieudonné, c'est la représentation de la cyber-haine. Il a une part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui ? Indéniablement. Vous savez, Dieudonné a choisi son parcours, si je puis dire. On ne lui a pas imposé. C'est lui qui a choisi d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas toujours été comme ça. J'ai souvenance du Dieudonné dans les années 90 qui voulait être candidat contre Jean-Pierre Stirbois du Front National à l'époque, à Dreux. Donc Dieudonné maintenant a utilisé toutes les soupapes des réseaux sociaux, notamment les vidéos. Et lorsque vous le voyez dans les vidéos, ses textes sont préparés. Il sait ce qu'il va dire. De temps en temps, il improvise, mais très rarement. Et il se lâche de toutes les manières possibles. Et là, nous avons un mélange à la fois de grotesque, de vulgarité, mais également de salves prononcées et répétées contre les Juifs qui sont d'une violence absolument incroyable. Et quand vous regardez une vidéo et que vous voyez Dieudonné, vous pouvez voir anciennement sur YouTube les commentaires qui s'alignaient les uns après les autres, et souvent les commentaires de gens très très jeunes qui l'encourageaient à continuer, qui rigolaient de ce qu'il disait. Alors justement, une dernière question, vous parliez de la lutte justement contre la haine sur Internet. Comment faire pour dénormaliser cette cyber-haine ? Est-ce qu'il faut peut-être interdire l'anonymat des commentaires ? Et vous parlez même, je crois, d'un enjeu de civilisation. Ah, mais c'est un enjeu de civilisation parce qu'en fait, il ne faut pas penser que la haine, elle est réduite à quelques mots MOTS sur Internet et qu'elle ne va pas se transplanter dans le monde réel. Les mots augurent d'une violence qui sera commise ultérieurement dans le monde réel. Donc, il faut régler ce problème. La pseudonymisation et l'anonymisation sur Internet, c'est une tragédie. En fait, on a créé des monstres. Ces plateformes ont créé des monstres qu'elles ne contrôlent pas. Elles laissent faire les choses. Alors évidemment, il y a eu des évolutions, mais à coup de pseudonymisation et d'anonymisation, les gens se croient tout permis. Donc il faut, me semble-t-il, réfléchir déjà à une législation commune européenne pour essayer de mieux penser ces problématiques. Il faut renforcer, créer, là où c'est possible, des instances de régulation. Il faut, me semble-t-il, également un plan national d'action sur l'éducation et la citoyenneté numérique, parce qu'il faut apprendre aux enfants à se servir de l'outil et à se défier de l'outil également, et de ce qu'ils voient et de ce qu'ils y trouvent. Et il faut également améliorer le dispositif de pré-plainte en ligne, parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte en ligne, on ne le leur dit pas. Ils n'utilisent donc pas cet outil. Il faut également, et j'en aurai terminé là, renforcer les moyens du nouveau pôle national de lutte contre la haine en ligne qui existe aujourd'hui
qui est logé au sein de la section presse et protection des libertés publiques du parquet de Paris, mais ce pôle est insuffisant, il n'y a que 6 magistrats, et donc c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises si l'on veut lutter contre la cyberhaine et le cyberantisémitisme sur Internet. C'est une priorité absolue. Merci beaucoup, Marc Nobel, historien. Merci J'appelle le vous. titre de votre dernier livre, Cyberhaine, propagande et antisémitisme, publié aux éditions Hermann.